Le balai des porte-containers et des camions est incessant. Depuis 80 ans, le port de Pointe-Noire est l'un des axes économiques majeurs de la République du Congo. Pourtant, le pays est en crise depuis 4 ans. En cause, la baisse des cours du pétrole. Plusieurs entreprises du secteur ont fait faillite. Cet entrepreneur est inquiet pour l'avenir de son entreprise. Ici, vous avez 3 entreprises. Beaucoup ont dû arrêter leur activité, donc ont fait faillite. Aujourd'hui, ils ont déposé les bilans. Et résultat, nous, on a perdu des contrats. Et si on perd des contrats, évidemment, on supprime des emplois. Et si on supprime des emplois, il faut presque se réinventer pour continuer à rester sur le marché. 50 000 personnes ont en effet perdu leur travail dans le secteur pétrolier. L'or noir est le principal pourvoyeur d'emplois de cette ville de plus d'1 million d'habitants. L'économie doit donc envisager de nouveaux débouchés. Il faut faire une relance de l'économie et à notre sens, la relance passe par bien sûr la diversification, mais aussi au niveau pétrolier par la mise en place effective du contenu local. Ça permettrait d'avoir des achats opérés par le pétrolier localement et donc de relancer un tant soit peu l'économie. Pour tenter de sauver son économie, le Congo a signé un accord avec le FMI. Les prévisions de croissance du pays pour 2020 sont en hausse et le trafic du port autonome de Pointe-Noire a augmenté. 900 000 containers ont transité cette année, de quoi nourrir les espoirs des sociétés qui en dépendent. On espère que pour la fin de cette année, on pourrait avoir un taux de croissance au niveau du pays, bien sûr, qui devrait dépasser les 3%. Et ça augure des bons résultats également pour le port. Parce que, d'une façon générale, les perspectives en termes d'évolution du trafic pour le port de Pointe-Noire sont plutôt optimistes. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a d'ores et déjà annoncé la fin de la récession. Mais avec une dette de 2 milliards d'euros, le pays est loin d'être tiré d'affaire. Charles Blé Goudé a prié le président Ouattara de réunir les principaux partis politiques de Côte d'Ivoire pour tenter de trouver une issue à la situation tendue qui prévaut à 10 mois de l'élection présidentielle. Condamné à 20 ans de prison à Abidjan, il dénonce une décision politique de la part du pouvoir ivoirien, tout en suppliant Alassane Ouattara de réunir tous les acteurs de la crise post-électorale. Au PDCI d'Henri Konabédié, on approuve cette idée. Pour Maurice Kakou Gikahwe, le secrétaire exécutif du parti, aujourd'hui la tension est due au manque de dialogue. On ne peut pas être dans le passage en force et il faut reconnaître que l'opposition existe. Parmi les dossiers brûlants, la constitution de la commission électorale indépendante que l'opposition ne reconnaît pas à moins d'1 an de l'élection présidentielle. Au FPI de Laurent Gbagbo, il est important de rediscuter de la confiscation des biens et de la restitution des terres dans l'Ouest, tout en condamnant un exécutif qui répond par la violence et la traque des opposants, estime Frank Anderson Kwasi. Mais du côté du pouvoir, un cadre du RHDP confie que Charles Blé Goudé n'est pas en position de force pour tendre la main à Alassane Ouattara, tout en écartant l'idée d'une instrumentalisation de la justice. Quant au reste de l'opposition, ils considèrent que ceux-ci ne veulent pas discuter et doivent renoncer à la politique de la chaise vide. Le comité d'action pour le renouveau CAR a annoncé samedi au Togo, à l'issue de son conseil national, le retrait de ses membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de tous ses démembrements. Le parti d'opposition a également annoncé son intention de ne pas prendre part à la présidentielle du 22 février. Les conditions en l'état actuel ne sont pas réunies pour un scrutin transparent et équitable, estime le président du CAR, Yaovi Agboibo. Tous les partis ont dénoncé les conditions d'organisation des élections. C'est vrai, certains de nos partenaires de l'opposition ont présenté des candidatures, mais de notre point de vue au CAR, on reste convaincu que la bonne décision,
c'est d'amener le pouvoir à reconsidérer les conditions parce que notre décision est une décision fondée sur l'état actuel du cadre électoral. Mais l'ancien Premier ministre ajoute être prêt à la discussion. Rien n'empêche que dans les jours ou semaines à venir, le pouvoir se remette en cause et décide d'améliorer le cadre. Auquel cas, nous allons reconsidérer aussi notre position. D'autres partis d'opposition avaient déjà donné de la voix. C'est le cas de Jean-Pierre Fabre, candidat investi par l'Alliance nationale pour le changement ANC. Il a, dans un courrier, attiré l'attention de la Commission électorale nationale indépendante à veiller à ce que les dispositions qui encadrent le processus électoral soient scrupuleusement respectées par toutes les institutions qui y sont impliquées afin que cette élection soit transparente, équitable et crédible. À sa demande, Pascal Affi-N'Guessan a été reçu à Bruxelles par le président Gbagbo vendredi 3 et samedi 4 janvier selon le communiqué transmis à l'agence France Presse par la tendance pro-Affi du Front populaire ivoirien. Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon relativement à l'actualité nationale et à la situation interne du FPI, poursuit le communiqué sans plus de détails. Troisième grand parti de Côte d'Ivoire, le FPI fondé par Laurent Gbagbo est scindé depuis 2013 en deux factions. D'un côté, les historiques qui ne reconnaissent comme président que Gbagbo et qui ont boycotté les élections en son absence, et l'autre des rénovateurs représentés par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan qui participe à la vie politique. Président de 2000 à 2010, puis transféré à la Cour pénale internationale après la crise post-électorale meurtrière de 2010 à 2011, Laurent Gbagbo réside à Bruxelles en liberté conditionnelle après son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale début 2019 et dans l'attente de l'examen de l'appel formulé par la procureure. Son éventuel retour en Côte d'Ivoire est une des grandes inconnues de la vie politique ivoirienne à 10 mois de la prochaine élection présidentielle. Pascal Affi-N'Guessan cherchait depuis longtemps à rencontrer Laurent Gbagbo, dont il fut le Premier ministre au début des années 2000. Une rencontre avait été avortée en mars 2019. Laurent Gbagbo exigeait comme préalable que Pascal Affi-N'Guessan le reconnaisse publiquement comme le président du FPI, titre que ce dernier revendique aussi. Le secrétaire général et numéro 2 du FPI pro Gbagbo, Assoa Adou, a assuré le 12 décembre que le FPI présentera un candidat à la présidentielle de 2020. 5 soldats maliens en mission ont été tués lundi dans l'explosion d'une mine artisanale dans le centre du pays. À Alatona, au Mali, localité située entre Ségou et la frontière mauritanienne. La pose de mines artisanale, facile à fabriquer et efficace contre les véhicules, est devenue un mode d'action privilégié pour les djihadistes au Mali. Les civils ne sont pas épargnés par ces dispositifs souvent placés sur les axes de communication. Un rapport de l'ONU a fait état en octobre de 110 civils tués par ces armes au Mali au cours du premier semestre de 2019. Tout le Sahel, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina, est désormais la cible des attaques de plus en plus meurtrières de plusieurs groupes djihadistes. Ce, en dépit du renforcement des armées locales, de la présence de 4500 militaires français, de la force anti-djihadiste Barkhane et d'une force des Nations Unies au Mali. Entre septembre et décembre, les insurgés islamistes ont tué plus de 140 soldats maliens. Pour la première fois depuis l'élection d'Alpha Condé à son premier mandat à la présidence, en novembre 2010, un scrutin va se dérouler sans les principaux partis de l'opposition. Ces derniers ont confirmé leur intention de boycotter les élections législatives du 16 février prochain. C'était au lendemain d'une nouvelle forte mobilisation contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Lors d'une conférence de presse, Amadou Salif Kébé, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a indiqué avoir enregistré le dépôt de listes émanant de 29 partis, dont le Rassemblement pour le peuple de Guinée, RPG, du président Condé. Mais aucune liste n'a été déposée par les grandes formations de l'opposition réunies, avec des organisations de la société civile au sein du Front national pour la défense de la Constitution qui mène le combat contre un éventuel troisième mandat du chef de l'État depuis plusieurs mois. Nous confirmons le boycott
Les conditions pour une élection transparente ne sont pas réunies, a déclaré le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo. Il a réclamé pour changer de position un fichier électoral assaini, un recensement correct des électeurs et un président de la commission électorale moins partisan. L'opposition avait déjà annoncé le 23 décembre dernier qu'elle boycotterait le scrutin, plusieurs fois reporté et même qu'elle empêcherait sa tenue. Les législatives en Guinée associent 2 modes de scrutin. 29 partis vont concourir pour remporter 76 des 114 sièges de l'Assemblée nationale mis en jeu sur des listes nationales qui seront répartis à la proportionnelle. Les sièges restants seront désignés lors du scrutin majoritaire à un tour dans les 38 circonscriptions du pays, 33 en province et 5 à Conakry. Ces élections visent à renouveler l'Assemblée nationale dominée par le parti au pouvoir. Les autorités congolaises ont décidé de fermer l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, en raison des émeutes qui agitent le campus depuis 2 jours. Depuis lundi, les étudiants de l'université de Kinshasa protestent contre l'augmentation des frais de scolarité qui sont passés à $285 en 2020 contre 275 l'année dernière. Dans le détail, les étudiants jugent défavorable le taux de conversion du franc congolais avec le dollar. En dépit de l'appel au calme lancé ce lundi soir par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, les violences ont repris ce mardi entre étudiants et policiers sur le site universitaire. Au moins un policier a été tué. Selon un commandant présent sur place, ce dernier n'était pas armé. L'homme serait tombé dans une embuscade. 2 autres policiers ont été blessés et admis en soins intensifs. Face à cette situation, le ministre de l'Enseignement supérieur Thomas Louaka a demandé dans un communiqué aux forces de sécurité l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils la subissent avec la plus grande fermeté la rigueur de la loi. 11 personnes ont été interpellées, dont 5 étudiants, selon un bilan de la police ce lundi qui fait état de 9 blessés. Des bâtiments ont été vandalisés, dont une banque et un véhicule incendié. Un véhicule de l'armée a pris feu lorsqu'une voiture remplie d'explosifs a percuté un convoi routier mardi après-midi lors de combats avec des insurgés de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, à Monguno, à 135 km au nord de la capitale de l'État de Borno, Maïdougouri. Des dizaines de combattants de l'ISWAP à bord de pick-up équipés de mitrailleuses ont assiégé Monguno, lançant plusieurs attaques simultanées. Des civils voyageant dans des bus sous escorte militaire aux abords de la ville ont été pris en embuscade en ce moment-là, selon les habitants qui ont assisté à la scène. De nombreux djihadistes ont été tués par des soldats qui ont repoussé l'attaque selon ces témoins. Un camp de réfugiés abritant des milliers de personnes a également été touché par une roquette pendant les combats, provoquant un incendie qui a ravagé des centaines de tentes. Des insurgés ont également pris d'assaut les locaux des organisations humanitaires postés dans la région qui avaient été évacués avant l'attaque selon des témoins. Les soldats ont finalement repoussé les attaques et bouclé la ville mercredi, multipliant les patrouilles. L'ISWAP, une faction issue de Boko Haram, et ce groupe djihadiste ont déjà attaqué à plusieurs reprises Monguno, près du lac Tchad. Cette dernière attaque survient quelques jours après le retrait de centaines de soldats tchadiens de la région qui avaient mené une opération militaire conjointe de 9 mois avec l'armée nigériane contre les djihadistes. Selon les Nations Unies, le conflit djihadiste qui dure depuis 10 ans dans le nord-est du Nigeria a fait plus de 36 000 morts et des millions de déplacés. Il s'est propagé au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins.